Le silence de Paris ce matin-là fut brisé par des coups sourds contre les portes. Dans le quartier du Marais, rue des Rosiers, à Belleville, à Montmartre, des familles entières furent arrachées au sommeil. Une fillette de 8 ans, Annette Kratzer, se souvient de la voix de sa mère qui tremblait. « Vite, vite, ils viennent nous chercher !» Dehors, les camions attendaient. Des policiers français, en uniforme, carnet à la main, cochaient méthodiquement les noms sur leur liste. En quelques heures, plus de 13 000 personnes, hommes, femmes et surtout des enfants, plus de 4 000 enfants, furent arrachés à leur vie pour être entassés dans un vélodrome d'hiver situé à 2 pas de la Seine, dans le 15e arrondissement. Ce n'était pas une opération allemande, c'était une rafle française, organisée par l'État français de Vichy, exécutée par la police parisienne avec une précision administrative glaçante. Les victimes portaient l'étoile jaune cousue sur leur poitrine depuis 2 mois. Elles avaient déjà été recensées, fichées, dépouillées de leurs droits. Mais rien ne les avait préparées à ce qui allait suivre. 5 jours d'enfer dans un vélodrome transformé en cage humaine, puis le voyage vers les camps de transit de Drancy, Beaune-la-Rolande et Pithiviers, et enfin la déportation vers Auschwitz. Sur les 13 152 personnes arrêtées, moins d'une centaine reviendront. C'est cette tragédie que je vais vous raconter, non pas comme un simple fait historique enfermé dans les manuels scolaires, mais comme un écho vivant que la mémoire française porte encore aujourd'hui. Car la rafle du Vel d'Hiv n'est pas seulement un crime contre l'humanité. C'est une page sombre de l'histoire de France où l'État lui-même devint complice de la barbarie nazie. Une page que la France a mis 50 ans à reconnaître pleinement. Pour comprendre comment une telle atrocité a pu se produire, il faut remonter 2 ans en arrière, à l'été 1940. La France vient de s'effondrer en 6 semaines face à l'offensive allemande. Le 22 juin 1940, l'armistice est signé à Rotonde. Le pays est coupé en 2. Une zone occupée au nord, sous contrôle allemand direct, et une zone dite « libre » au sud, gouvernée depuis Vichy par le maréchal Philippe Pétain, héros vieillissant de la Première Guerre mondiale. Mais cette zone libre est un leurre. Le régime de Vichy n'est pas un simple gouvernement provisoire. C'est un État autoritaire, anti-républicain, qui prône la révolution nationale, un projet idéologique fondé sur le retour aux valeurs traditionnelles. Travail, famille, patrie, le rejet du parlementarisme et surtout, un antisémitisme d'État virulent. Dès octobre 1940, sans aucune pression allemande directe, le gouvernement de Vichy adopte le premier statut des Juifs, qui exclut les Juifs de la fonction publique, de l'armée, de l'enseignement, de la presse. En juin 1941, un second statut durcit encore les interdictions. Commerce, profession libérale, quotas stricts dans les universités. Les Juifs de France, qu'ils soient français de longue date ou étrangers réfugiés des persécutions d'Europe centrale, sont fichés, recensés, dépouillés de leurs biens. À Paris, dès septembre 1941, des rafles ont lieu. Celle du 11e arrondissement en août, puis celle dite du Billet vert en mai 1941, où plus de 3 700 hommes juifs étrangers sont convoqués par la police et internés à Pithiviers et Beaune-la-Rolande. L'engrenage est en marche. En 1942, la situation bascule. Reinhard Heydrich, chef du service de sécurité nazi, organise en janvier la conférence de Wannsee qui scelle le sort des Juifs d'Europe, la solution finale, c'est-à-dire leur extermination systématique. Dans toute l'Europe occupée, les déportations s'accélèrent. En France, les nazis exigent du gouvernement de Vichy qu'il livre un quota de Juifs. Pierre Laval, chef du gouvernement, accepte. Pire, il propose de livrer également les enfants, y compris ceux de moins de 16 ans, alors que les Allemands n'en avaient pas fait la demande explicite.
Il faut que les familles ne soient pas séparées, déclare-t-il cyniquement, sachant pertinemment que ces familles sont vouées à la mort. Le piège se referme. À Paris, le préfet de police Émile Hennequin et son adjoint François Bard supervisent l'organisation de la plus grande rafle jamais menée en France. Le nom de code, Vent printanier. L'objectif, arrêter 27 391 juifs étrangers et apatrides vivant dans la région parisienne, adultes et enfants compris. Les listes sont prêtes. Les policiers sont mobilisés. L'opération est prévue pour le 16 juillet 1942, à l'aube. À 4 heures du matin, les premiers coups retentissent. Des équipes de policiers français, près de 9000 hommes mobilisés, sillonnent les rues de Paris, carnet en main, fichier à l'appui. Ils montent les escaliers, frappent aux portes, parfois les enfoncent. Dans les appartements, c'est la sidération. Beaucoup de familles ne comprennent pas. « Mais nous sommes Français », protestent certains. D'autres, étrangers, venus de Pologne, de Roumanie, de Hongrie, savent que le danger est réel. Ils ont fui les pogroms, les persécutions. Ils espéraient trouver refuge en France, pays des droits de l'homme. Joseph Weissmann, 11 ans, habite avec ses parents et ses 2 sœurs dans un petit appartement du 18e arrondissement. Il raconte dans ses mémoires publiés bien plus tard « On nous a donné 10 minutes pour nous habiller. Ma mère a pris un peu de linge, du pain. Mon père ne disait rien. Il regardait les policiers, incrédule. La famille descend dans la rue, rejoint d'autres voisins. Des enfants pleurent, des mères serrent leurs bébés contre elles. Les autobus de la TCRP, transports en commun de la région parisienne, réquisitionnés pour l'occasion, attendent au coin des rues. Direction, le vélodrome d'hiver. Pour les célibataires et les couples sans enfants, le trajet est différent. Ils sont conduits directement au camp de Drancy, en banlieue parisienne. Mais les familles avec enfants, plus de 8000 personnes, convergent vers le Veldiv, une immense salle couverte utilisée habituellement pour les compétitions cyclistes et les spectacles boulevard de Grenelle. C'est là que va se jouer l'une des scènes les plus atroces de l'histoire de Paris. Le vélodrome d'hiver n'est pas prévu pour accueillir des milliers de personnes. C'est un espace clos, sans aération suffisante, sans sanitaires adaptés. Les nazis et les autorités françaises avaient initialement prévu d'arrêter près de 27 000 personnes, mais la rafle ne capture que 13 152 juifs. Un chiffre déjà monstrueux, mais inférieur aux attentes. Pourquoi ? Certaines familles ont été prévenues par des policiers compatissants, des voisins, des amis. D'autres se sont cachés in extremis, mais des milliers n'ont pas eu cette chance. À l'intérieur du Veldiv, l'enfer commence. Il fait une chaleur étouffante en cette mi-juillet. Les verrières du toit ont été peintes en bleu pour se protéger des bombardements, ce qui transforme le lieu en fournaise. Il n'y a presque pas d'eau potable. Les toilettes, une dizaine seulement pour des milliers de personnes, sont rapidement bouchées. L'odeur devient insoutenable. Des enfants crient, des mères cherchent du lait pour leurs bébés, des vieillards, épuisés, s'effondrent. Les gardes, français, interdisent de sortir. Certains se montrent brutaux, d'autres détournant le regard, mal à l'aise. Annette Monod, une assistante sociale protestante envoyée sur place par la Croix-Rouge, témoignera plus tard de ce qu'elle a vu. C'était un spectacle dantesque. Des familles entières, des enfants qui cherchaient leurs parents, des gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils étaient là. J'ai vu une femme accoucher à même le sol. J'ai vu des hommes supplier qu'on leur donne de l'eau. Et surtout, j'ai vu des enfants, tant d'enfants, qui pleuraient, perdus. Selon les témoignages recueillis par les historiens, notamment Serge Klarsfeld, dont les travaux ont été essentiels pour documenter la Shoah en France, plusieurs personnes tentent de se suicider pendant ces jours terribles.
Certaines se jettent des gradins. Le 17 juillet, puis les jours suivants, les autorités commencent à vider le Vel d'Hiv. Les familles sont transférées vers les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers, dans le Loiret. C'est là que va se produire l'une des horreurs supplémentaires de cette rafle, la séparation des enfants et de leurs parents. Les camps de Beaune-la-Rolande et Pithiviers sont des camps de transit, des baraquements entourés de barbelés construits à la hâte. Les conditions y sont à peine meilleures qu'au Vel d'Hiv. Les familles y sont entassées, affamées, désespérées. Puis, début août, l'ordre tombe. Les adultes vont être déportés. Mais que faire des enfants? Laval et les autorités de Vichy décident de les garder provisoirement puis de les déporter à leur tour. C'est une décision monstrueuse, d'une cruauté inimaginable. Les mères sont séparées de force de leurs enfants. Les scènes sont déchirantes. Des femmes s'accrochent à leurs enfants, hurlent, supplient. Les gendarmes français les arrachent de leurs bras. Certains enfants, trop jeunes pour comprendre, tendent les mains vers leurs mères qui disparaissent dans les wagons. D'autres, plus âgés, restent figés, silencieux, le regard vide. Annette Monod, qui sera également présente à Beaune-la-Rolande, témoigne « Les enfants erraient dans le camp comme des fantômes. Ils ne comprenaient pas où étaient leurs parents. Certains appelaient « Maman, maman » pendant des heures. Les plus petits, ceux de 2 ou 3 ans, ne savaient même pas leur nom. Nous essayions de les identifier avec des numéros cousus sur leurs vêtements. C'était insoutenable. À partir de la mi-août, les enfants sont à leur tour déportés vers Drancy, puis vers Auschwitz. Ils voyagent dans des wagons à bestiaux, sans eau et eau, sans nourriture suffisante. Le trajet dure plusieurs jours. Beaucoup meurent en route. Ceux qui arrivent vivants à Auschwitz-Birkenau sont immédiatement envoyés dans les chambres à gaz. Les nazis n'ont aucune utilité pour des enfants. Selon les recherches de Serge Klarsfeld, sur les 4115 enfants arrêtés lors de la rafle du Vel d'Hiv, seuls quelques-uns ont survécu, une poignée, probablement moins de 10. Joseph Weissmann est l'un de ces miracles. À Beaune-la-Rolande, il réussit à s'échapper avec un groupe d'autres enfants en se glissant sous les barbelés. Il erre dans la campagne, recueilli par des paysans, caché par la résistance. Il survivra, mais ses parents et ses 2 sœurs périront à Auschwitz. Il faudra attendre 2010 et le film La rafle de Rose Bosch pour que son témoignage devienne largement connu du grand public. La machine de mort nazie est implacable. Entre juillet et septembre 1942, selon les archives consultées par les historiens et notamment les travaux du Mémorial de la Shoah, 33 convois quittent la France pour Auschwitz, transportant plus de 33 000 déportés. La majorité provient de la rafle du Vel d'Hiv et des arrestations qui suivent en zone libre. Sur les 75 721 juifs déportés de France pendant toute la guerre, chiffre établi par Serge Klarsfeld, seulement 2500 reviendront. Le taux de survie est de 3%. Il y eut quelques résistances, quelques actes de courage. Certains policiers, pris de remords, avertirent des familles la veille de la rafle. Des concierges cachèrent des enfants dans leurs caves. Des voisins non juifs ouvrirent leurs portes. Le réseau de sauvetage clandestin, porté notamment par des organisations juives comme l'OSE, œuvre de secours aux enfants, et des réseaux chrétiens protestants et catholiques, réussit à sauver plusieurs milliers d'enfants juifs en France pendant la guerre. Mais ces héros restèrent trop rares face à l'indifférence, à la peur et parfois à la complicité active. Pendant des décennies, la France a entretenu un silence assourdissant sur la rafle du Vel d'Hiv. Après la libération, l'heure est à la reconstruction, à la réconciliation nationale. Le mythe d'une France résistante, incarné par le général de Gaulle, occulte la réalité de la collaboration. Les responsables de Vichy sont jugés, Pétain, Laval, mais la responsabilité collective de l'État français
de son administration, de sa police, est minimisé. On parle de quelques fonctionnaires zélés, de excès, mais jamais d'une politique d'État. Le vélodrome d'Hiver lui-même est détruit en 1959. Aucune plaque, aucun mémorial. Comme si effacer le lieu pouvait effacer la mémoire. Seuls quelques survivants, comme Joseph Weissmann, et des associations comme l'Union des déportés d'Auschwitz, portent le souvenir. Serge Klarsfeld, avocat et historien dont le père a été déporté et assassiné à Auschwitz, consacre sa vie à retrouver les noms, les dates, les convois. Son mémorial de la déportation des Juifs de France, publié en 1978, devient une référence incontournable. Il faut attendre 1993 pour qu'un événement majeur se produise. Le 16 juillet 1993, à l'occasion du 51e anniversaire de la rafle, le président François Mitterrand refuse d'assister à la commémoration organisée par les associations de déportés. Il considère que la République française n'a pas à assumer les crimes de Vichy, qu'il qualifie de régime illégitime. Cette position suscite une immense polémique. Beaucoup voient dans ce refus une forme de déni. 4 ans plus tard, tout bascule. Le 16 juillet 1997, le nouveau président de la République, Jacques Chirac, prononce un discours historique sur le site du Veldiv, devenu entre-temps un square commémoratif dans le 15e arrondissement. Pour la première fois, un président français reconnaît explicitement la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Ces heures noires souillaient à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français. La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux. Ce discours marque un tournant mémoriel. Il ouvre la voie à une reconnaissance pleine et entière des crimes de Vichy. En 2012, François Hollande, puis en 2017, Emmanuel Macron réaffirmant cette responsabilité lors des commémorations annuelles. Macron déclare notamment « C'est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation, et donc, pour presque tous, la mort. » Aujourd'hui, le mémorial de la Shoah, inauguré en 2005 à Paris, dans le Marais, perpétue ce devoir de mémoire. Le mur des noms, gravé de pierre, recense les 76 000 Juifs déportés de France. Parmi eux, 11 400 enfants. Leurs noms, leurs âges, leur date de déportation, une manière de leur redonner une identité, de les arracher à l'anonymat de la mort de masse. Chaque année, le 16 juillet, des cérémonies ont lieu devant le monument érigé à l'emplacement du Veldiv. Des survivants, de plus en plus rares, y prennent la parole. Des enfants cachés, comme Joseph Weissmann, racontent. Les derniers témoins disparaissent peu à peu. Weissmann est décédé en 2015, mais leurs voix sont enregistrées, archivées, transmises. Des initiatives pédagogiques se multiplient. Le témoignage d'Annette Monod, infirmière au Veldiv, a été retrouvé et publié sous le titre « C'était Annette Monod en 2019 », offrant un regard précieux sur ces journées terribles. Le film « La rafle » 2010, malgré quelques libertés dramatiques, a permis à toute une génération de découvrir cette tragédie. Des écoles organisent des voyages à Auschwitz. Des projets comme le Convoi 77 permettent à des lycéens de retracer le parcours des déportés. Mais le combat mémoriel n'est jamais acquis. La montée des discours de haine, du négationnisme, de l'antisémitisme rampant rappelle la fragilité de la mémoire. En 2019, des tags antisémites sont découverts sur des boîtes aux lettres à Paris. En 2024, des incidents antisémites
augmentent en France dans le contexte de tensions internationales. La vigilance reste de mise. La rafle du Veldiv n'est pas qu'un événement du passé. C'est un avertissement pour l'avenir. Elle nous rappelle que la barbarie peut surgir au cœur même des démocraties, que l'indifférence tue autant que la haine, que les bureaucraties peuvent devenir des machines de mort quand elles se mettent au service de l'inhumanité. Elle nous rappelle aussi que la responsabilité n'est jamais diluée dans l'anonymat de l'appareil d'État. Il y a eu des noms, des visages, des décisions, des policiers qui ont frappé aux portes, des préfets qui ont signé les ordres, des politiciens qui ont négocié les quotas. Mais il y a eu aussi des justes parmi les nations, ces anonymes qui ont caché des enfants, sauvé des vies, refusé l'infamie. Aujourd'hui, les rues de Paris ont changé. Le vélodrome d'hiver n'existe plus. Mais dans le square Breguet-Sabin, rue Nélaton, une plaque indique « Le 16 et 17 juillet 1942, 13 152 juifs furent arrêtés à Paris et en banlieue parisienne, internés au vélodrome d'hiver avant d'être déportés vers les camps d'extermination nazis. » C'est un lieu de mémoire discret que des milliers de Parisiens croisent chaque jour sans forcément s'arrêter. Mais ceux qui prennent le temps de lire la plaque, de contempler le monument, ressentent quelque chose d'indicible. Le poids du silence, l'horreur indicible, le devoir de se souvenir. Car se souvenir, ce n'est pas seulement honorer les morts, c'est aussi interpeller les vivants. Comment aurait-on agi, nous, à leur place? Aurions-nous été du côté des bourreaux, des indifférents ou des justes? Cette question, inconfortable, nécessaire, nous oblige à rester vigilants face à toutes les formes de déshumanisation. La rafle du Veldiv est une blessure dans l'histoire de France. Une blessure qui ne doit jamais cicatriser totalement, car c'est dans la douleur du souvenir que réside la promesse du « plus jamais ça ». Tant que nous continuerons à raconter cette histoire, à dire les noms, à montrer les visages, alors les 13 152 personnes arrêtées ce jour-là, et les millions d'autres, partout en Europe, ne seront pas mortes dans l'oubli. Ils vivront dans notre mémoire, et c'est peut-être là leur ultime victoire sur la nuit.